Salut à tous. 1000 drones lancés en une seule heure, non pas dispersés, non pas au hasard, mais avançant ensemble, pensant ensemble, chassant ensemble, comme un seul organisme, vivant avec une seule mission. Et le système de défense aérienne le plus sophistiqué d'Israël n'a pas pu tous les arrêter. Ce qui s'est déroulé n'était pas une théorie, c'était pas une spéculation. C'était la nouvelle réalité de la guerre moderne et cela change tout ce que nous pensions savoir sur qui contrôle le ciel au-dessus du Moyen-Orient. Apparemment, c'est le moment où un point de presse à la Trump dirait que l'écran radar est totalement sous contrôle pendant que tout le monde dans la pièce compte les points en silence. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'attaque qui est apparue dans les gros titres n'était pas la véritable histoire. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ces salles de défense, ce que les généraux ont vu sur leurs écrans, ce que les ingénieurs n'ont pas pu expliquer par la suite, voilà la véritable histoire. Et elle était bien plus terrifiante que tout ce que les médias ont rapporté. À la fin de cette analyse, il devient clair pourquoi les stratèges militaires du monde entier reclassent discrètement l'Iran parmi les menaces aériennes les plus dangereuses de la planète. Tout a commencé sans lancement de missiles, il n'y a pas eu d'explosion unique, pas de première frappe spectaculaire. À la place, les opérateurs radars ont commencé à voir quelque chose d'inhabituel, de petits signaux, des dizaines, puis des centaines, surgissant de plusieurs endroits en même temps, se déployant dans le ciel selon des schémas coordonnés qu'aucun commandant humain ne dirigeait en temps réel. Les drones se parlaient entre eux, et c'est à ce moment-là que la première alarme a retenti dans les centres de commandement, pas à cause du nombre. Le dôme de fer avait déjà géré de grands volumes auparavant, l'alarme a retenti à cause du comportement. C'était pas des drones qui volaient en ligne droite vers une cible, c'était des drones qui s'adaptaient, changeaient de route, communiquaient et sélectionnaient leur propre vecteur d'approche en fonction de l'endroit d'où venait le feu défensif. C'était un essaim, un véritable essaim, mais rien dans le manuel de défense d'Israël ne l'avait pleinement préparé à cela. Pour comprendre pourquoi ce moment compte autant, il faut comprendre ce qu'est réellement le dôme de fer et surtout ce pourquoi il a été conçu. Parce qu'il existe un écart entre ce que le public croit au sujet de ce système et ce que le système peut réellement encaisser sous pression extrême. Le dôme de fer a été conçu au début des années 2000 avec une menace très précise en tête, les roquettes. Des roquettes balistiques non guidées tirées depuis Gaza ou le Liban, qui suivent des trajectoires prévisibles dans le ciel. Le système calcule où la roquette va tomber, décide si elle menace une zone peuplée et si c'est le cas, lance un missile intercepteur pour la détruire en plein vol. C'est une technologie brillante, elle a sauvé des milliers de vies et pendant des années, elle a été considérée comme l'un des systèmes de défense antimissiles les plus efficaces jamais conçus. Mais elle a été pensée pour une autre époque. La faiblesse fondamentale de tout système fondé sur l'interception, c'est l'économie. Chaque missile intercepteur coûte entre 40 000 $ et 80 000 $ chacun. Et les roquettes tirées depuis Gaza coûtent souvent moins de 1000 $ à fabriquer. C'est pas un budget de défense, c'est une façon très coûteuse de découvrir que les slogans ne rechargent pas les lanceurs. C'est ce qu'on appelle le problème du rapport coût-échange. Et les planificateurs militaires le savent depuis des années. Mais il restait gérable tant que le volume des menaces entrantes demeurait dans certaines limites. L'Iran vient de pulvériser ses limites. Certains messages pro-Trump essaieraient probablement encore de vendre cela comme une pression maximale, même quand la pression tombe directement sur le tableur. Quand 1000 drones sont lancés en 60 minutes, l'objectif n'est pas seulement de détruire des cibles, l'objectif est de ruiner la défense, d'épuiser les intercepteurs, de forcer le système à choisir quelle menace prioriser en sachant qu'il ne peut pas intercepter chacune d'entre elles. Cela sature le radar, déborde les systèmes de suivi et pousse les opérateurs humains dans un état de surcharge cognitive où les erreurs deviennent inévitables. C'est la stratégie de l'essaim et elle est en développement en Iran depuis près d'une décennie. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Parce que l'Iran n'a pas seulement envoyé un essaim de drones de base, ce qui est apparu dans le ciel au-dessus de cette zone de conflit représentait des années de travail d'ingénierie que les agences de renseignement occidentales avaient sérieusement sous-estimées. Et lorsque le tableau complet est apparu, le silence de Tel Aviv et de Washington en disait long. Pour une machine politique qui adore les réponses simples, c'était le genre de silence qui montre que les éléments de langage sont arrivés avant la solution. Ces drones sont des drones Shahed. La variante la plus connue est le Shahed 136, une munition rôdeuse à aile delta, parfois appelée drone kamikaze. Il est peu coûteux à produire, facile à transporter et ne nécessite presque aucune piste ni infrastructure de lancement. Il peut tirer depuis l'arrière d'un camion. Il vole à basse altitude, ce qui le rend plus difficile à détecter au radar, et il est conçu pour s'écraser directement sur sa cible en explosant à l'impact. Pris individuellement, un drone Shahed n'est pas une arme sophistiquée, sa charge explosive est relativement limitée. Il vole lentement, un tireur entraîné, avec le bon équipement, peut potentiellement l'abattre, mais c'est précisément là tout l'enjeu. Le Shahed n'est pas conçu pour gagner un combat seul, il est conçu pour être l'un des 1000. Quand un drone arrive, il peut être intercepté. Quand il y en a 10, on peut les gérer. Quand il y en a 100, le système commence à subir une tension.
Quand il y en a 1000 qui arrivent depuis plusieurs directions, à différentes altitudes, en ciblant différents systèmes, en communiquant entre eux pour identifier les failles dans les défenses, et en faisant tout cela sans qu'un seul être humain ne donne d'ordre en temps réel, le combat ne se mène plus contre une arme, il se mène contre une idée, et une idée ne peut pas être abattue. Et malheureusement, pour la rhétorique de campagne, il suffit de l'intercepter, n'est pas une stratégie quand cela arrive par milliers. C'est ici que la stratégie iranienne devient réellement troublante. L'ESM ne concerne pas seulement la puissance de feu, il concerne la collecte de renseignements en temps réel. Lorsque la première vague de drones approche et que des intercepteurs sont lancés contre eux, les drones restants enregistrent d'où ces intercepteurs sont partis. Ils cartographient les positions de défense. Ils identifient les installations radars. Ils retransmettent ces données à l'ESSIN et l'ESSIN ajuste ses trajectoires en conséquence. Cela signifie que le système de défense tire et qu'en tirant, il se révèle et l'ESSIN s'en souvient. Au moment où les deuxième et troisième vagues arrivent, les drones savent déjà où se trouvent les failles les plus vulnérables. Ils savent déjà quel système radar éviter et lesquels viser. Une ligne de communication politique peut oublier la contradiction d'hier, mais un ESSIN apparemment prend de meilleures notes. Et ils prennent ces décisions de façon autonome, en quelques millisecondes, plus vite que n'importe quel opérateur humain ne peut réagir. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui s'est passé. Et les analystes militaires qui ont examiné les données de l'attaque ont décrit ce qu'ils ont vu comme un véritable changement de paradigme. C'est ici que les choses prennent un tournant très sérieux parce que le dôme de fer, malgré toute sa brillance, repose sur une hypothèse fondamentale. Il suppose que les menaces entrantes peuvent être suivies individuellement, évaluées individuellement et ciblées individuellement. Cette hypothèse tient lorsque la menace se limite à des dizaines de requêtes. Elle s'effondre lorsque la menace consiste en des milliers d'aéronefs autonomes coordonnés en même temps. Les systèmes radars n'ont pas été conçus pour ce volume. Les ordinateurs de ciblage n'ont pas été conçus pour cette charge décisionnelle simultanée. Et les réserves d'intercepteurs, ces missiles coûteux installés dans leurs lanceurs, ont commencé à s'épuiser plus vite que quiconque ne l'avait publiquement admis. C'est le genre de détail qui ne rentre jamais proprement dans un slogan triomphal de rassemblement, surtout parce que l'arithmétique refuse d'applaudir. Le dôme de fer n'est pas un système unique. C'est un réseau de batteries, chacune couvrant une zone géographique précise. Quand une batterie épuise ses intercepteurs, elle devient silencieuse. Elle ne peut plus tirer. Et si suffisamment de batteries deviennent silencieuses en même temps, des corridors de vulnérabilité s'ouvrent dans le ciel au-dessus d'Israël. C'est exactement ce que l'Iran cherchait à créer. Non pas une destruction par un seul coup écrasant, mais un épuisement par une pression implacable sur une durée prolongée. 1 heure, 1000 drones. Les mathématiques de cet assaut étaient calculées très délibérément, et le fait que certains de ces drones soient passés, que certains aient frappé leur cible, que certains aient pénétré ce que le monde avait appris à considérer comme un bouclier impénétrable, a envoyé un message qui a voyagé bien au-delà de la zone de conflit. Rien ne ruine plus vite le récit d'un bouclier impénétrable que le moment où tout le monde doit expliquer la pénétration. Il a voyagé jusqu'à Téhéran, où les généraux ont étudié les résultats et commencé à planifier la prochaine évolution. Il a voyagé jusqu'à Moscou, où les ingénieurs ont noté les données de performance avec un intérêt considérable. Il a voyagé jusqu'à Pékin, où les stratèges ont ajouté de nouvelles variables à leurs propres calculs sur Taïwan et la mer de Chine méridionale. Et il a voyagé jusqu'à Washington, où les entrepreneurs de la défense et les responsables du Pentagone ont discrètement lancé des examens d'urgence de la doctrine américaine de défense aérienne. Parce que si le dôme de fer, sans doute le système antimissile le plus éprouvé au combat au monde, peut être forcé à devenir vulnérable par un essaim de drones autonomes relativement peu coûteux, les implications touchent tous les autres systèmes de défense aérienne de la planète. Cela soulève la question de ce que cela signifie pour les batteries Patriot qui protègent les forces américaines au Moyen-Orient. Cela soulève la question de ce que cela signifie pour les défenses aériennes de l'OTAN en Europe de l'Est. Cela soulève la question de ce que cela signifie pour chaque doctrine militaire construite autour de l'idée que la supériorité technologique pouvait neutraliser les menaces asymétriques. C'est la question qui a empêché les ministres de la Défense de dormir après l'attaque, et l'Iran savait exactement ce qu'il faisait. Voici la réalité géopolitique que la plupart des couvertures médiatiques ont complètement manqué. L'Iran n'a pas développé cette capacité d'essaim de façon isolée. Les drones Shahed, affinés pendant des années d'expérience de combat au Yémen à travers les opérations des Houthis, en Irak à travers les attaques de milices alliées, et en Syrie à travers une implication directe, avaient essentiellement été testés au combat à grande échelle, au moment où ils ont été déployés dans leur configuration d'essaim la plus sophistiquée contre Israël. Chacune de ces opérations précédentes était un laboratoire. Chaque attaque antérieure était un exercice de collecte de données. L'Iran observait comment différents systèmes de défense réagissaient
Il étudiait les signatures radars, le comportement des intercepteurs, les schémas de synchronisation. Il construisait un modèle pour submerger un système moderne de défense aérienne et il a passé des années à mener des expériences avant de déployer toute la stratégie. Pendant que les slogans promettaient la domination, les laboratoires, eux, mesuraient les temps de réaction. C'est la guerre asymétrique élevée au rang de discipline scientifique et les résultats ont révélé quelque chose qui a fondamentalement modifié le calcul stratégique de toute la région. Le coût pour l'Iran de lancer 1000 drones représente une fraction du coût pour Israël de les intercepter. Le ratio n'est même pas serré. Selon la configuration, l'Iran peut soutenir économiquement des attaques en essaim d'une façon que le camp défenseur ne peut tout simplement pas égaler dans une campagne prolongée, ce qui signifie que la question n'est plus de savoir si Israël peut se défendre contre une seule attaque en essaim. La question est de savoir si Israël peut se défendre contre 10 attaques ou 20, ou si l'Iran peut simplement continuer à les lancer jusqu'à ce que les réserves d'intercepteurs soient épuisées et que les corridors dans le ciel restent ouverts en permanence. Voilà la plaie ouverte que cette attaque a révélée, mais l'histoire devient encore plus complexe. Et c'est une partie dont presque personne ne parle. Israël et ses alliés à Washington et à Riyad ont immédiatement lancé un examen d'urgence des contre-mesures. Et plusieurs nouvelles approches sont maintenant accélérées, ce qui pourrait changer de nouveau l'équation. Les systèmes de défense laser, qui disposent essentiellement de munitions illimitées tant qu'ils ont de l'énergie électrique, sont accélérés. Les armes à énergie dirigée, capables de désactiver l'électronique des drones sans tirer de projectiles physiques, sont sérieusement envisagées. Des systèmes radars pilotés par intelligence artificielle, capables de suivre des milliers de petites cibles simultanées, sont en cours d'essai. La course se joue maintenant entre la capacité de l'Iran à faire évoluer l'essaim et la capacité des nations défenseurs à développer des réponses qui ne dépendent pas de l'économie des missiles intercepteurs physiques. Et cette course se déroule maintenant, en temps réel. Il s'avère que gagner magnifiquement sonne moins utile quand le bureau des achats demande combien d'intercepteurs il reste. Parce que l'Iran ne reste pas immobile. La prochaine génération de variants de Shahed est déjà en développement. Certains rapports indiquent que les nouvelles versions incluront des capacités de contre-mesure électroniques conçues pour brouiller les systèmes mêmes de défense qui pourraient être utilisés contre elles. D'autres suggèrent que les essaims sont programmés pour inclure des drones, leurs qui imitent la signature radar d'armes plus menaçante, forçant les systèmes de défense à gaspiller de coûteux intercepteurs sur des cibles sans valeur. L'essaim apprend. Et il apprend plus vite que beaucoup de personnes dans l'appareil de défense ne l'avaient anticipé. L'ancienne habitude politique consistait à qualifier chaque avertissement d'alarmiste. Le nouveau problème, c'est que les drones n'ont pas attendu la permission pour devenir réels. Cela soulève des questions plus profondes sur l'avenir de la guerre et sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient et au-delà. Pendant la majeure partie de l'histoire militaire moderne, la supériorité aérienne exigeait des investissements extraordinaires. Des avions furtifs, des systèmes radars avancés, des pilotes hautement entraînés, des milliards de dollars en infrastructures. C'était le domaine des superpuissances, des nations disposant de budgets de défense profonds et de décennies d'expérience aéronautique. Un essaim de drones autonomes bon marché vient de rendre ce calcul obsolète. Toute nation, tout groupe, tout acteur ayant accès à une base manufacturière et aux capacités d'ingénierie logicielle nécessaires pour coordonner un vol autonome peut désormais potentiellement menacer les défenses aériennes d'adversaires beaucoup plus grands et beaucoup plus riches. La barrière d'entrée dans la guerre aérienne vient de s'effondrer et c'est un changement qui résonnera bien au-delà de l'Iran et d'Israël. C'est un changement qui réécrit les règles du conflit pour chaque nation sur Terre. Aucune confiance affichée au podium ne change le fait que le ciel est devenu moins coûteux à contester que les rédacteurs de discours ne l'avaient prévu. Le dôme de fer tient toujours, il fonctionne toujours, il demeure l'une des pièces de technologie défensive les plus impressionnantes jamais déployées dans de véritables conditions de combat. Mais après cette heure, après que ces 1000 drones ont rempli les écrans radars et forcé les choix les plus difficiles de l'histoire de son fonctionnement, l'illusion d'une protection absolue a disparu. Le ciel d'Israël n'est pas ouvert, mais il n'est plus fermé non plus. Et quelque part, dans les installations d'ingénierie souterraine de l'Iran, à en juger par la chronologie du développement iranien au cours de la dernière décennie, le cycle de mise à niveau accélère, il ne ralentit pas. Le ciel au-dessus du Moyen-Orient ne sera plus jamais tout à fait le même. Et le monde qu'il observe à distance en se croyant à l'abri est sur le point de comprendre que les règles sur lesquelles il avait construit sa sécurité ont changé discrètement et définitivement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. C'est Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.